quelques mots maintenant sur l'évolution des concepts pour comprendre les différentes trajectoires possibles, parce que ça va influencer, entre guillemets, ce qu'on a aujourd'hui. Alors, d'abord, une personne trans ou en questionnement peut vivre au cours du temps différentes expériences personnelles, avec des expériences de crise subjective et des expériences de crise sociale, les unes et les autres s'influençant. Ce qu'on appelle crise subjective, c'est plutôt une crise intérieure, hein, avec en particulier, vous verrez que c'est important dans certaines hypothèses, je vous montrerai à la fin, le fait que le ressenti personnel qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'identité n'est pas forcément contemporain, c'est toujours décalé d'ailleurs, avec le fait qu'on est capable d'assumer et de partager avec un proche, avec sa famille ou éventuellement dans des consultations extérieures, parce que les jeunes qui viennent aux consultations de mon service, c'est forcément des jeunes qui veulent bien venir à cette consultation, parce que sinon... Donc, en fait, il y a le partage de ce questionnement est en général décalé, avec un tiers est en général décalé par rapport au ressenti personnel. Autre élément qui est important, c'est que de manière générale, malgré les progrès dans certains pays concernant les questions de transidentité et de transition, il est dans toutes les enquêtes, et même dans ces pays-là, il est montré que la population trans est vulnérable à un ensemble de paramètres de santé mentale, d'une part, mais aussi de santé physique. Et en particulier dans l'accès aux soins. C'est pas seulement parce qu'ils partagent éventuellement des risques avec les communautés plus élargies LGBT. Alors, il est clair qu'il y a eu une évolution des concepts qui a été parallèle à l'évolution de la société elle-même. C'est difficile de faire d'ailleurs la part des choses, hein. Et ça a été aussi possible grâce à l'expression des personnes concernées, en particulier dans les associations militantes. Vous verrez, à la fin, on fait des corrélations d'ailleurs avec le score des pays en termes européens. Donc l'évolution des pratiques, c'est un accompagnement des personnes dans leur cheminement identitaire en fonction de leurs besoins en santé globale, et des adaptations des propositions techniques médico-chirurgicales face à leur vécu subjectif et à leur demande exprimée. C'est un petit peu ce que je vous ai dit déjà en introduction, mais c'est important de le rappeler. L'évolution, elle est lente et elle n'est pas homogène. Si on prend simplement le territoire français, par exemple, qu'on connaît assez bien, puisqu'on est en réseau avec ceux qui travaillent en tout cas dans le champ de la transidentité, encore une fois, de l'enfant et de l'adolescence, qui n'est pas forcément la même chose que chez l'adulte. Et il y a toujours des difficultés persistantes d'accès aux soins. Alors, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, parce qu'il faut comprendre que par rapport à l'international, du point de vue des enfants et des adolescents, la France n'a pas été un pays pionnier. Les pays pionniers, c'était plutôt l'Amérique du Nord, aussi bien les États-Unis que Canada, avec une hétérogénéité dans les États américains et même dans les États canadiens. Donc même si de l'extérieur, on a l'impression que c'est uniforme, on voit bien d'ailleurs dans les discussions politiques aux États-Unis à quel point la société est exclue sur ce sujet-là comme sur d'autres. Et puis en Europe, on peut dire que les pays les plus les pionniers, c'était les équipes, on va dire flamandes, parce que c'est aussi bien Belgique que Hollande, et puis également les pays du Nord, Finlande, Suède, Norvège beaucoup moins. On associe parfois tous les pays scandinaves, mais les Norvégiens sont pas du tout comme les Suédois ou les Finlandais de ce point de vue-là. Donc, comme nous, on est venu finalement un peu décalé, bien sûr, on savait ce qui se faisait ailleurs, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. Agnès est partie voir Kenneth Zucker au Canada. L'équipe de Cohen, c'est mon homonyme, c'est en deux noms. Bon, enfin bref, à Amsterdam. Et néanmoins, il y avait déjà, au début des années 2010-2015, il y avait déjà un certain nombre de polémiques qui commençaient à émerger. Donc en fait, on s'était dit qu'on allait faire un peu différemment. Et donc voilà, grosso modo, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, ce qu'on a souhaité mettre en œuvre pour avancer sur cette question. Je pense que l'élément le plus original qu'on a utilisé, c'était de prendre des décisions de manière collégiale et interdisciplinaire, en particulier très rapidement dans le cadre de RCP, c'est-à-dire de réunions de concertation pluridisciplinaire, un peu comme ça s'était mis en place dans le cancer, c'est un peu comme ça que ça a été institutionnalisé d'une certaine manière.
avec finalement l'impossibilité d'être seul dans son coin et de prendre sa décision. Alors, ça, c'est un petit peu les principes généraux qu'on a voulu appliquer. Donc, je vous l'ai dit, la pluridisciplinarité au niveau clinique. Toujours essayer d'avoir des données qui nous permettent de faire des réflexions empiriques et de ne pas rester uniquement sur les espèces de discours à la porte-pièce qu'on trouvait soit d'associatifs, soit de psy divers et variés, qui ont toujours quelque chose à dire sur le sujet, mais sans forcément avoir ni d'expérience clinique, ni même de données qui permettent de d'étayer. Bon, après, d'avoir des principes d'éthique médicale, je veux dire, c'est une banalité, mais c'est bien de le rappeler, de regarder régulièrement la littérature scientifique, qu'elle soit nationale ou internationale, et puis d'ouvrir un partenariat avec les personnes concernées. Et les personnes concernées, pour nous, c'est non seulement les associations, qui sont tous finalement des associations d'adultes, mais c'est aussi les familles qui sont concernées. Ça, on les oublie beaucoup, hein, mais quand un enfant ou un adolescent commence à évoquer des questions autour de la transition, les familles peuvent être pour, contre, mais de toute façon, en règle générale, c'est quand même un bouleversement familial. Hein. Même quand ils sont ouverts, modernes, je sais pas quoi, c'est jamais anodin. Alors, je vais vous donner les résultats très concrets de ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc, un accompagnement individualisé. Un des objectifs, c'est de favoriser la relation parent-enfant d'un point de vue sécure sur ces questions-là. Un soutien psychosocial et un accompagnement bon, qui va dépendre bien sûr de son niveau de maturité, parce qu'on ne fait pas la même chose avec des enfants qu'avec des ados. Essayer toujours de l'associer aux décisions qui le concernent, hein, ça paraît vraiment une des choses, mais c'est pas toujours évident dans un certain nombre de contextes des familles. Et puis, essayer de renforcer l'estime de soi et de prévenir un risque traumatique, parce que ça n'est jamais une expérience facile pour l'enfant. Favoriser donc l'accès aux soins en santé globale et en santé communautaire, sachant que l'accès aux soins à notre consultation, on ne le gère pas complètement nous seulement, ça dépend aussi des moyens et des possibilités qu'on nous donne. Mais bon. Et puis, toujours essayer de travailler avec des gens dans notre réseau qui sont des gens formés, qui connaissent ces questions, parce que sinon, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, un soutien psychosocial également aux parents, très important. L'information, on essaie de faire en sorte que ce soit une information la plus précise et la plus transparente possible. Donc, sur plein de questions différentes, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais il y a des questions de thérapeutique, des questions de santé, des questions de devenir, des questions juridiques, des questions scolaires. Enfin, le champ est extrêmement large, tellement ça met en branle finalement de conséquences. Et nous, ce qui nous importe, c'est bien sûr pas de décider à la place des enfants et des familles, mais c'est plutôt de les aider à prendre une décision qui soit une décision construite, que ce soit dans le fait, bah, finalement, je vais rester à mon sexe d'assignation à la naissance, parce que ça arrive aussi assez fréquemment, ou je vais aller poursuivre ma demande de transition, puisqu'en général, ce qui nous arrive, c'est déjà avec une demande un peu formalisée, hein, sinon ils n'arrivent pas. Ou alors ils viennent dans d'autres consultations de service, ça peut arriver. Et puis, quand on va être dans une démarche qui est une démarche où la transition a l'air de se préciser, à ce moment-là, la décision formelle, s'il y a une transition, qu'elle soit sociale, hormonale ou même chirurgicale, mais chez l'enfant et l'adolescent, vous verrez les chiffres, c'est exceptionnel, les aspects chirurgicaux. En général, c'est à l'âge adulte. À ce moment-là, la décision est prise en RCP, RCP auquel assistent aussi des représentants des associations, donc des usagers, et également des juristes, des éthiciens. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui est juste entre docteurs concernés par la question, au-delà de la pluridisciplinarité. Et le jeune et les parents, pour la décision qui le concerne, ou qui les concerne, peuvent demander à être présents à la RCP. Ils sont prévenus de toute façon que le dossier va passer à la RCP pour décision, etc. Donc, voilà une autre façon de le dire, hein, prise en charge individualisée, approche pluridisciplinaire globale, on accompagne l'enfant ou l'adolescent, on facilite son intégration familiale, sociale et scolaire, et on essaye de réduire la souffrance
Vous allez voir les chiffres, hein, c'est pas juste poétique comme point de vue, pour prévenir un risque évolutif. Concrètement, voilà ce qu'on a mis en place à cette consultation, donc on va dire élargie. Et quand on a marqué consentement, c'est qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une formalisation de la prise de décision. Okay, mais vous voyez que on a fait des groupes d'autosupport avec les associations de santé communautaire. Alors, c'est pas nous qui les avons créés, mais on met en contact les associations avec lesquelles on travaille, le cas échéant. On a des consultations en sécos et en AMP quand il y a des questions de préservation de fertilité, puisqu'on parle aussi de la suite et donc de la parentalité. Souvent, d'ailleurs, les jeunes n'y sont pas du tout dans ces questions-là. Donc, bien sûr, accompagnement de la famille, psychothérapie, thérapie familiale, groupe de parole de jeunes et groupe de parole de parents. Ça a été très constructif et la diapo, j'aurais dû peut-être la modifier. Pour les enfants, en fait, on n'a pas fait un groupe de parole à proprement parler. On s'est rendu compte qu'ils étaient trop petits, les prépubères, pour vraiment être dans des questionnements verbalisés. En fait, on a fait un groupe de psychomotricité par le jeu, où beaucoup de jeux, d'ailleurs, passaient sur les questions d'identité et de corps. C'était extrêmement dynamique comme groupe. Et les parents sont vus en parallèle, en groupe de parents, où ils évoquent leurs questionnements par rapport à leur enfant qui fait des demandes comme ça, etc. Et c'est très, très utile de voir comment les familles se sentent finalement apaisées. Ils peuvent avoir d'ailleurs des points de vue très différents, mais ils se sentent apaisés de partager leur fardeau avec d'autres familles qui sont concernées par finalement les mêmes questionnements. Ensuite, il peut y avoir donc des décisions au niveau de l'école. Et donc là aussi, parce que vous pouvez faire des transitions sociales. Alors la transition sociale, elle peut se faire dans les familles quand les familles l'ont décidé spontanément. Ça arrive, on a pas mal de consultations où les enfants arrivent déjà à une famille qui dit, nous on a décidé, nous avons demandé l'achat, on a vu sur Internet, ou on est défavorable. Enfin, c'est un cas qui n'est pas la majorité, mais qui est relativement fréquent. Et puis vous avez parfois même des situations où les parents ont déjà demandé la transition à l'école. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, l'école refuse. Et donc, on doit accompagner ça pour que les choses puissent se faire à l'école, si c'est décidé, bien entendu. Même chose pour les hormones et pour les traitements chirurgicaux. Alors voilà, ça c'est je vous l'ai dit oralement déjà, comment est organisée la RCP, vous aurez le détail avec le diaporama, mais je pense que vous avez compris le principe. C'est un diaporama que j'utilise aussi pour des choses beaucoup plus, moins spécialisées. Là, vous êtes tous chercheurs dans les hôpitaux, donc c'est quand même un peu différent. Alors concrètement, je vais vous décrire notre activité qui représente en fait la moitié de l'activité qui est passée en RCP. Parce que les RCP, c'est pas que mon service, c'est des RCP qui sont, on va dire, régionales, mais qui ont aussi des cas qui viennent du national. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas des RCP partout, on accueille aussi des demandes de province. Mais on va dire, ça doit être 10-15% des demandes de province, sachant que ils viennent à notre consultation aussi, directement. Donc, et quand on a regardé les RCP, on n'a pas une base de données sur toutes les données de RCP, malheureusement, on n'a pas les moyens parce qu'on n'a aucun soutien pour la recherche, c'est tout du self-made. Mais les données du service au moins, qui représentent 50% de l'activité des RCP, à peu près. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous ai dit que ça a commencé en 2012, mais en 2012, on n'était pas encore organisé. Vous voyez qu'on a eu assez peu de demandes. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on avait des adolescents qui étaient hospitalisés, avec des risques suicidaires, des situations extrêmement compliquées en hospitalisation et des questionnements d'identité de genre. Et on s'était rendu compte à ce moment-là, en particulier pour un jeune qui était de Seine-et-Marne, je me rappelle, qui avait un endocrino de ville qui avait commencé à lui prescrire des hormones, mais sans aucune discussion de quoi que ce soit. Et on s'était dit, mais c'est quoi ce bordel? Quand même, il avait une situation manifestement extrêmement compliquée. Comment un endocrino dans son coin peut décider, voilà. Et donc on s'était un petit peu renseigné. On connaissait aussi Colette Chilan qui était très concerné par ce sujet depuis toujours au niveau recherche. Et donc c'est elle qui nous avait dit, mais ce serait bien qu'il y ait un lieu. J'ai toujours essayé en Île-de-France qu'il y ait un lieu, etc. Donc je vous la fais brève. C'est un peu comme ça qu'on a démarré. Mais on s'est vraiment structuré en fait en 2014, la transition 2014-2015. Avec le fait que j'ai pu libérer un peu Agnès Condat
pour pouvoir s'occuper de ce sujet-là, puisque ça l'intéressait et qu'elle avait commencé à se former. Et donc, l'année suivante, on met en place des RCP. Et puis après, l'augmentation que vous voyez là, bien sûr, on avait des demandes en liste d'attente à n'en plus finir. Même si vous voyez que le nombre de nouveaux cas annuels qu'on traite n'est pas si élevé que ça c'est le nombre de cas individuels qu'on traite. Mais il est clair qu'on ne les reçoit pas une fois. On fait une vraie prise en charge, donc il y a beaucoup plus de consultations que ça. Et donc, en fait, on a eu un réseau transidentité d'Île-de-France qui a été financé par l'ARS devant, finalement, l'organisation qu'on a proposée. Et ce réseau, finalement, nous a permis d'avoir un supplément de financement de psychologues et de médecins, mais également de temps pour l'organisation du réseau. Ce qui fait que d'autres équipes sont venues, finalement, Robert Debré, le SIAPA, un CMPP, nous rejoindre. Et c'est pour ça que le réseau, c'est un réseau d'Île-de-France. Voilà. Donc, ce que l'on fait en règle générale, c'est une exploration d'identité de genre, puisque c'est pour ça qu'on vient nous consulter à travers ce réseau, une évaluation psychiatrique et psychopathologique et une consultation multidisciplinaire. Donc, les accompagnements, je vous les ai déjà décrits, donc tout le monde n'a pas tout, hein, mais c'est les possibilités que l'on a. Éventuellement, si une décision est prise, ça passe en RCP, et à ce moment-là, on a ce type de décision, de transition. Donc, je vais vous les décrire maintenant. Juste ce que je voulais vous dire, parce que ça, c'est quelque chose qui est très contemporain actuellement, quelle est la proportion, en fait, de jeunes que nous recevons en fonction du sexe d'assignation à la naissance. Alors, qu'on prenne le sexe d'assignation à la naissance ou le genre exprimé, qui est souvent opposé au sexe d'assignation à la naissance, on a une surreprésentation de filles de naissance et de trans hommes en termes d'expression. Même si la différence est moindre, parce que vous allez aussi avoir des non-binaires et des jeunes qui sont simplement restés en questionnement et qui n'ont pas, finalement, été jusqu'à leur transition. OK ? Donc, c'est une des rares variables significatives quand on compare les deux. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, en termes de morbidité, j'ai envie de dire psychiatrique, ou en santé mentale, au sens large, parce que déscolarisation, c'est pas que de la psychiatrie. Quand même, on a 24% de la cohorte qui est déscolarisée, 42% qui a été victime de harcèlement, et quand je vous dis harcèlement, c'est du vrai harcèlement, c'est pas juste j'ai reçu un SMS, je sens 30% quasiment qui ont déjà été hospitalisés en psychiatrie, 22% qui ont des antécédents de TS, 62% de dépression, qui ont un diagnostic de dépression, et presque 50% qui sont concernés par la suicidalité. La suicidalité, c'est à la fois des idées suicidaires morbides et des tentatives de suicide. C'est un peu le mélange des deux. Donc, c'est vrai que moi, quand on me dit c'est un truc passager, c'est la mode, etc., c'est peut-être vrai pour certains jeunes, mais pas ceux que nous voyons. Ceux que nous voyons sont vraiment dans de la pathologie et je crois que ça justifie le fait qu'on les prenne en charge de manière assez précise. En termes de diagnostic formel retenu, donc on avait un entretien un peu, je crois que c'était Mini, on utilise le Mini pour débrouiller, troubles anxieux, troubles obsessionnels, PTSD, TDAH, TSA, vous verrez que c'est un sujet dans le sujet, troubles instrumentaux, c'est probablement le diagnostic le plus fréquent qu'on ait, à part les dépressions, bien entendu, 20%. Là, je vous mets les seules variables qui étaient différentes en fonction du sexe d'assignation à la naissance. On a regardé les choses aussi en fonction du sexe d'assignation à la naissance. Et en fait, vous voyez que on a plus d'antécédents de TS et plus de suicidalité chez les filles. Donc, on peut s'interroger, là, on n'a pas les moyens de vérifier ça, mais c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on en a plus dans les consultations, puisqu'elles expriment plus de risques suicidaires et c'est relativement, c'est pas des petites différences, hein. C'est une vraie différence. Autre élément qui est important, quelle est la proportion, puisqu'on est à peu près à 220, je ne vous ai pas donné le chiffre total, mais attendez, je l'ai marqué quelque part, c'était où? 239 depuis 2012, voilà. On est à 200, 239, 240, on en a une quarantaine, vous voyez, donc c'est moins de 20%, qui ont moins de 12 ans, donc des prépubères. Ok. C'est pour vous donner la proportion, encore une fois, de prépubères et d'adolescents, parce que c'est pas tout à fait la même problématique. Alors après, c'est pour répondre encore une fois à tout ce que je vois sur Internet qui nous insulte de tout et n'importe quoi pour travailler sur le sujet. Il paraît qu'on fait les choses en 5 minutes, qu'on n'a même pas le temps de réfléchir.
Je ne vous dis pas qu'on fait en plus n'importe quoi. Mais voilà les chiffres. Donc d'abord, si on prend le délai entre le premier rendez-vous à la consultation et une éventuelle décision d'un traitement hormonal, après tout ce que je vous ai raconté, RCP, machin, vous voyez, c'est 11 mois. Chez un jeune de 14 ans ou 15 ans, 11 mois, c'est quand même pas non plus 10 secondes. C'est quand même une durée. C'est un petit pourcentage de sa vie, parce que c'est des gens jeunes, encore une fois. Et de toute façon, il y a aussi des décisions qui sont prises avant même qu'on intervienne, puisque vous voyez que je voulais commencer à vous le dire oralement, mais 40%, avant même de venir nous voir, avaient déjà commencé une transition sociale. Donc ils arrivent, c'est une fille née à la naissance, et les parents nous disent « Ah non, mais maintenant on l'appelle Sacha ». Donc déjà masculiniser le nom, et donc il y a une transition sociale qui est en cours. Et vous voyez que la transition sociale dans la famille, après nos consultations, on s'entend, hein, donc là c'est plus avant, on arrive à 78%. La transition sociale à l'école, c'est parfois plus difficile à assumer à l'école, donc c'est un peu moins, mais 61%. Donc c'est pas 100% non plus des jeunes qu'on voit qui vont transitionner. Hein, voilà. Et encore une fois, vous voyez que l'âge moyen de transition à l'école, alors pour être précis, il faudrait que je vous rappelle l'âge moyen de nos consultations. Est-ce que je l'ai mis sur cette diapo? Aidez-moi, si vous le voyez avant moi. Alors, je vous ai pas mis l'âge moyen, parce que j'ai essayé de faire un résumé. Ça doit être 15 ans, je crois. 10-14 ans. Non, 10-14 ans, c'est pas l'âge moyen. Ça. Alors, ensuite, les bloqueurs de puberté. Là aussi, il paraît que 100% des jeunes reçoivent quand vous lisez certains sites, reçoivent des bloqueurs de puberté, et voire à l'âge de 5 ans, c'est totalement faux, juste pour rectifier la réalité. Les bloqueurs de puberté ne se donnent qu'en début de puberté. Donc, c'est 5 ans, sauf à ce qu'il y ait une puberté très précocissime, personne ne reçoit des bloqueurs de puberté à 5 ans. Donc, les bloqueurs de puberté, c'est quand il y a un début de puberté, et donc, vous voyez que l'âge moyen, c'est 12 ans. Mais ça ne représente qu'une toute petite proportion de sujets, pardon. Non, c'est bien ça, 11%. C'est 11%, oui, 26. Je vous mets les N et les pourcents, oui, des fois ça va à la ligne. Et les questions de préservation de fertilité, puisque ça, c'est les traitements qu'on considère comme hormonaux ou qui concernent les spécialistes des hormones, vous voyez que c'est seulement 9%. Et ça ne concerne que ceux qui reçoivent des hormones, hein, parce que sinon les autres ne sont pas concernés d'emblée par une préservation de fertilité, puisque s'ils sont juste en transition sociale, ils auront toujours la possibilité d'avoir des gamètes sans être concernés. Puis après, vous avez les hormones qui sont les hormones qui vont vous changer l'aspect physique, parce que les bloqueurs de puberté retardent les choses. Donc ce qu'ils ont d'intéressant, c'est qu'ils vont empêcher l'apparition des caractéristiques sexuelles secondaires au niveau du corps. Et donc, du coup, quand on les utilise, ça laisse du temps finalement aux jeunes pour sa décision. Et si jamais ils décident une transition, à ce moment-là, les éventuelles chirurgies auxquelles ils pourraient avoir recours seraient beaucoup plus simples, en particulier pour ce qui concerne les mastectomies. Parce que quand vous avez bloqué la puberté d'une fille qui veut devenir garçon ou homme, elle va pas avoir sa poussée mammaire. Et donc, du coup, il y aura peut-être même pas besoin d'opérer si jamais elle fait une transition hormonale. C'est ça l'intérêt hein, des bloqueurs de puberté, c'est de gagner du temps et avoir moins de conséquences sur le plan physique. Chez les hommes, la grande conséquence, c'est essentiellement la mue de la voix et la pomme d'Adam, qui est une chirurgie pas simple d'ailleurs et assez douloureuse, qui est parfois faite quand il y a eu une masculinisation de la voix, etc. Donc, ça peut être soit des hormones féminisantes si vous êtes un homme de naissance, soit des hormones masculinisantes si vous êtes une fille de naissance. Il est quelle heure? Je suis en retard. D'accord. Voilà. La chirurgie, anecdotique, hein, puisque vous voyez que c'est seulement 30 cas, et c'est que chez les plus de 12 ans. Et d'ailleurs, l'âge moyen est 18 ans. C'est parce que dans la cohorte, comme on les suit de très près, on a aussi des devenus majeurs qui ont eu de la chirurgie. OK ? Alors. Donc ça, c'est le résumé. Alors, je vais aller beaucoup plus vite sur les questions contemporaines, et s'il y a des questions, on pourra les aborder. Première question contemporaine, ça, on l'a traité dans un séminaire d'éthique qui était vraiment marrant de mon point de vue.
où on avait regroupé des biologistes de la reproduction, des spécialistes en tout genre, c'est ce que je veux dire, mais surtout des biologistes de la reproduction. Et on était arrivé au fait que vous aviez, grâce à la biologie de la reproduction et l'AMP, une configuration qui est advenue depuis. On sait qu'il y a eu un cas, même plusieurs, mais à l'époque, c'était encore la science-fiction, où vous pouviez avoir un gamin, au bout du compte, avec 5 parents. Ce que j'appelle 5 parents, c'est un ovocyte, donc des gamètes femelles qui venaient d'une femme, des spermes qui venaient d'un homme, un couple homosexuel trans qui allait être parent, et une mère porteuse, parce qu'il faut bien un utérus pour développer un fœtus. Ça fait 5 parents. Donc, c'était une configuration qui était ici. Donc, ce papier, c'était un peu de la science-fiction, et on a essayé de montrer toutes les questions qui pouvaient être attachées à des questions éthiques, hein, puisqu'on a publié dans une revue d'éthique. Et on a mis ici des questionnements qui sont des questionnements au niveau de ce que ça suscite chez les individus qui abordent ces questions-là et dans la société, au niveau individuel et au niveau collectif. Et on s'est rendu compte que il y a un concept qui fonctionne assez bien au niveau collectif, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de modifications de la société, c'est que vous allez rapidement avoir des biocatastrophiques et puis des bioprophètes. Et les oppositions se font aussi sur ce registre-là. Alors, pour répondre à cette question de la parentalité, on a également fait une étude, donc on est assez fiers, avec Bruno d'ailleurs, sur la transidentité, la paternité des pères trans, puisque en France, il y avait une possibilité d'accéder à la procréation médicalement assistée pour les couples où le père était un homme trans qui s'était officiellement marié avec une femme. Du coup, en tant que couple reconnu civilement, ils avaient accès à la procréation médicalement assistée, indépendamment des nouvelles lois qu'il y a eu depuis. Et donc, il y avait une 50aine de bébés qui étaient nés en France depuis 20 ans à peu près, et on en a revu 32, ce qui est pas mal. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on les a comparés avec des enfants nés de couples cis, mais qui avaient des problèmes de fertilité, qu'on avait appareillés, et puis avec des témoins, on va dire, plus classiques. Et on n'a pas trouvé de grosses différences. Et la partie la plus intéressante pour moi, c'est qu'on avait demandé aussi aux enfants qui le pouvaient, parce qu'il y avait des grands, de faire un dessin de famille, vous savez, dans le test des dessins de famille. Et on a demandé à des psys très savants d'aller reconnaître quels étaient les enfants de trans. Personne n'a reconnu, au passage. Et puis les gamins allaient plutôt bien. Donc la question de la non-binarité, donc on a fait une revue de la littérature avec Fanny Poirier, qui est une des thésards psychologues de l'équipe. Enfin, elle a soutenu sa thèse depuis. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans la non-binarité, c'est en fait que c'est plutôt une problématique de jeunes adultes que réellement d'adolescents, quand on regarde les enquêtes et la littérature. Alors, la question de la rapid onset gender dysphoria, qui est la grande polémique contemporaine, puisque vous avez là, pour le coup, des militants en tout genre, certains à l'Académie de médecine, au demeurant, puisque le dernier communiqué de l'Académie de médecine, je ne l'ai pas trouvé d'une modernité, voilà, on peut dire les choses comme ça. Si c'est enregistré en plus. Mais bon, l'Académie a ce site sympathique, c'est qu'elle organise, pour le coup, un groupe formalisé sur ces questions-là, et on verra dans. J'y contribue tout à l'heure avec Hélène Diapo. Donc je verrai, et tu en es membre. Et voilà, j'en suis membre. Mais bon, ça veut pas dire que si on est membre, on a une influence réelle. Mais enfin bon. Mais pour revenir sur cette hypothèse, c'est donc cette hypothèse dit qu'il y a une épidémie chez les jeunes qui se disent transgenres, en particulier chez les ados assignés filles à la naissance. Donc épidémie au sens d'une augmentation contemporaine. Qu'il y a une influence des réseaux sociaux qui est déterminante sur ces jeunes et que ça a une influence négative sur la santé propre de ces jeunes. C'est un peu ça les 3 éléments d'hypothèse. Alors, c'est pas encore publié, mais on l'a juste fait un poster la semaine, il y a 15 jours au congrès de la WBAS, là, qui a eu le prix d'ailleurs du meilleur poster, donc on est assez content. Et donc c'est une des membres du réseau qui a travaillé avec moi sur les données de la survey européenne, je ne sais plus comment exactement elle s'appelle, vous avez le titre là,
EU LGBT Survey 2, mais qui est une enquête où vous avez quand même 120 000 sujets. Alors, tous LGBT trans, et sur les 120 000, vous avez 20 000 trans. Donc, c'est quand même des vraies données, enfin, en termes quantitatifs. Et ce qui était intéressant dans les données accessibles, c'est que à un moment, il y a des questions autour de, à partir de quand vous avez ressenti quelque chose concernant votre identité, qu'elle soit trans ou simplement sexuelle, ou sexuelle, pardon. Et puis, il y avait aussi à partir de quand vous avez commencé à le partager avec un copain, avec la famille, enfin avec un tiers. Et c'est cette distance-là qui nous a permis de voir l'âge d'apparition et l'âge de partage. Puisque dans l'hypothèse ROGD, vous avez l'idée que ça va être partagé plus vite parce qu'il y a les réseaux qui influencent, etc., etc. En fait, on montre plusieurs choses. Première chose qu'on montre, c'est contrairement à ce que dit l'hypothèse ROGD, ça n'est pas spécifique des trans. Donc là, vous avez les données trans. Alors, en bleu, c'est les hommes, les AMA, donc c'est les assigned male, c'est ça, at birth. Et en marron, vous avez les filles. Donc, effectivement, il y a un peu plus de filles que d'hommes chez les jeunes. Mais c'est vrai aussi chez les cis. Vous voyez la différence? Elle est identique. Là, vous avez l'âge des adolescents est ici, là, en bas. Donc, en fait, c'est pas un phénomène, même s'il est un peu plus important dans la population trans, la distance est un peu plus grande, mais ça n'est pas spécifique des trans. En fait, c'est l'ensemble de la population LGBT. Les filles vont exprimer un peu plus tôt leur différence, si je puis dire, que les garçons. Et vous voyez que au cours du temps, en fait, ça disparaît, puisque vous avez toute la population en termes d'âge, et on n'a pas trouvé de corrélation avec la consommation d'Internet, puisque c'était des données qu'on avait en l'enquête. On n'a pas trouvé de corrélation non plus pour ceux, encore une fois, qui expriment tôt, hein, puisque c'est ça qu'on a regardé. Avec le fait d'être dans un groupe de pairs, parce qu'il y a des groupes d'associations, pas forcément trans d'ailleurs, mais groupes de pairs qui les accompagnent, machin, etc. Donc, on peut pas dire qu'il y a une influence plus importante, encore une fois, dans cette population-là, comme c'est prétendu par l'hypothèse ROGD. Par contre, alors, on ne pouvait pas le faire en multivarié, parce que du coup, on n'avait pas suffisamment de sujets pour certains pays en particulier. Mais par contre, on a essayé de corréler les données d'appartenance de pays avec le score, comment il s'appelle le score européen là, le Rainbow Index, voilà, Rainbow Index, qui est en fait au niveau de l'Europe, la Commission européenne a un score qui s'appelle Rainbow Index, qui définit finalement en fonction des lois des pays celles qui sont les plus évoluées par rapport aux droits LGBT. Okay. Et en fait, on a une corrélation assez forte, puisqu'on est à quasiment 0,5, entre corrélation donc inverse, entre si je favorise les LGBT, eh ben, je vais avoir une expression effectivement plus précoce de cette problématique. Donc en fait, c'est plutôt au niveau collectif qu'il y a une influence sociale, et donc par les lois, qu'au niveau micro, parce que dans le collectif, on distingue en général le micro, c'est-à-dire l'environnement. Donc, c'est pas du tout par les pairs et par les réseaux sociaux, c'est plutôt vraiment par les décisions politiques globales. Ce qui n'est pas totalement absurde d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ces lois-là et que l'on voit que ça aide, entre guillemets, à l'expression d'un certain nombre. Voilà. Alors, on a essayé dans le débat public, là pour le coup, il n'y a pas de résumé à lire là-dessus, comme on est réellement agressé sur Internet, Agnès en première ligne et puis bon après, on a décidé avec la plateforme de faire un article collectif. On a répondu point par point aux polémiques avec la littérature, avec ce qu'on connaît de notre expérience. On a fait aussi un papier sur le lien, mais c'est pas le sujet, je crois, entre TSA et transidentité, parce que c'est quelque chose qui est très discuté actuellement. Et puis, pour les trajectoires par an, au-delà de la question de l'accès à la parentalité des personnes pairs, il y a aussi une question pour les parents d'enfants ou d'adolescents qui ont une transidentité. Et il y a une étude canadienne qui est dans un rapport de l'Université Québec, c'est pas à Montréal, mais c'est à je sais plus où, que j'ai trouvé, qui est une étude qualitative tout à fait intéressante, qui finalement donne très bien ce qu'on constate nous dans nos consultations du point de vue des parents. Voilà. Et puis, nous, on a fait un autre papier sur les dispositifs groupaux dont je vous ai parlé, parce que c'était un petit peu original par rapport à la littérature.
qui est aussi un papier que vous trouverez sur le site de mon service. On met tous les papiers en ligne. Voilà. Puis, dernière question que j'aurais aimé vous donner des éléments de réponse empirique, c'est est-ce que ça change quelque chose de faire le traitement hormonal et à quel âge? Donc là, c'était un PHRC qu'on a obtenu en 2019, donc le dépôt a été fait en 2018, donc ça fait déjà plus de 5 ans. Sur l'évaluation de l'efficacité d'un traitement hormonal chez l'adolescent souffrant de dysphorie de genre. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais autorisé formellement, même si on nous a donné le financement, à faire le projet, et il n'a toujours pas démarré. Donc ça fait partie des facilités à la recherche française. Vous connaissez par ailleurs, autant. Merci de votre attention.